dans cette vidéo, qui est le premier épisode d'une série consacrée à l'aérodynamisme en vélo. Donc que vous soyez un cycliste amateur ou professionnel, l'une des clés de la performance est l'aérodynamisme. C'est pourquoi dans cette série de vidéos, nous allons réaliser des tests afin de déterminer quels gains potentiels vont gagner grâce à l'aérodynamisme. Donc pour ce faire, dans cette première vidéo, nous verrons comment la position influence-t-elle la performance. Premièrement, il est important de poser les bases de l'aérodynamisme dans le monde du cycliste en regardant comment est répartie la résistance aérodynamique et en définissant ce qu'est la puissance aérodynamique. Ensuite, nous irons faire des tests sur le terrain, puis nous analyserons les données afin d'en tirer des conclusions et afin de déterminer quelle position est la plus aérodynamique et quel gain concret nous confère-t-elle. Donc la répartition de la résistance aérodynamique entre le cycliste et le vélo est un aspect essentiel à considérer. En général, la résistance aérodynamique globale est composée de deux principes sources de traînée, la traînée frontale liée au cyclisme lui-même et la traînée parasite liée au vélo. Donc tout d'abord, la traînée frontale est principalement générée par le cyclisme et est directement proportionnelle à la surface frontale exposée au vent. Elle représente environ 80% de la traînée totale. La position du cyclisme à vélo, y compris la position du corps, la position du guidon et la hauteur de la selle, influencent considérablement la traînée frontale. Le choix des vêtements aérodynamiques, du casque, de la posture du cycliste peuvent également réduire cette traînée. La traînée parasite, quant à elle, est liée aux composants du vélo, tels que les roues, les cadres, le câble, les freins, etc. Elle représente environ 20% de la traînée totale. Dans cette vidéo, nous nous intéresserons principalement aux gains dus à la réduction de la traînée frontale. Passons désormais au second point, la puissance aérodynamique. Tout d'abord, la puissance est une grandeur physique qui mesure la quantité d'énergie transférée ou convertie par unité de temps. L'unité de mesure de la puissance de le système international est le watt, dont le symbole est W, qui équivaut à 1 joule par seconde. La formule générale de la puissance est la suivante. Donc la puissance P est égale au travail divisé par le temps. Donc cela étant dit, il est important de savoir que la puissance dégagée par un cycliste est généralement répartie entre différentes composantes. Donc premièrement, la puissance métabolique. Donc, la majeure partie de la puissance dégagée par un cycliste provient de sa puissance métabolique. Il s'agit de l'énergie produite par le corps humain en convertissant l'énergie chimique des nutriments en énergie métabolique dépend de la capacité aérobie du cycliste de produire de l'énergie grâce à l'oxygène respiratoire. Ensuite, il y a la puissance musculaire. Donc la puissance musculaire est la force produite par les muscles du cycliste pour faire avancer le vélo. Elle dépend de la force musculaire et de la cadence de pédalage. Il y a également la puissance de roulement et la puissance liée au poids lorsque nous sommes en côte, dont nous ne détaillerons pas le sujet. Puis la puissance aérodynamique. Également appelée résistance à l'air ou traînée aérodynamique, la puissance aérodynamique évolue de manière significative en fonction de la vitesse. La relation entre la puissance aérodynamique et la vitesse est généralement exprimée par l'équation de la traînée aérodynamique qui montre comment la puissance aérodynamique augmente de manière exponentielle avec la vitesse. Cette équation est généralement formulée de la manière suivante, donc la puissance aérodynamique est égale à 0,5 fois le coefficient de traînée aérodynamique fois la masse volumique du fluide dans lequel on se trouve, donc dans ce cas c'est la masse volumique de l'air, fois la vitesse au cube. Donc grâce à cette formule, nous pouvons dire que la puissance aérodynamique est proportionnelle au cube de la vitesse. Cela signifie qu'une petite augmentation de la vitesse entraîne une augmentation beaucoup plus importante de la puissance aérodynamique requise. Il y a également un effet de seuil, c'est-à-dire à des vitesses relativement faibles, la puissance aérodynamique peut ne pas être la principale source de résistance. Mais cependant, à mesure que la vitesse augmente, la puissance aérodynamique devient de plus en plus importante par rapport à d'autres sources de résistance, telles que la résistance au roulement. Elle peut même atteindre 80% des forces de résistance totales. Il y a également des limites humaines, en effet les cyclistes ont des limites physiologiques en termes de puissance qu'ils peuvent produire. À des vitesses très élevées, la puissance aérodynamique peut atteindre un point où elle devient difficile à vaincre pour la plupart des cyclistes, même les plus forts. Ainsi, pour réduire l'impact de la puissance aérodynamique, les cyclistes adoptent souvent des positions aérodynamiques sur le vélo grâce notamment à des prolongateurs, utilisent des équipements profilés comme des casques aérodynamiques et choisissent des vélos conçus pour minimiser la résistance à l'air. Ces stratégies visent à réduire le coefficient de traînée aérodynamique, CDA,
et donc la puissance aérodynamique nécessaire pour maintenir une certaine vitesse. Après avoir posé la théorie, nous allons désormais passer à la pratique. Pour ce faire, j'ai réalisé un protocole afin d'être le plus réaliste possible. Donc ces tests vont être effectués sur une portion plane de 500 mètres, où il y aura le moins de vent possible. Nous ferons 4 séries de tests afin de mesurer l'évolution de la puissance à 35 et 30 km/h et de la vitesse à 300 et 200 watts en fonction de la position du cycliste. Pour ce faire, je vais varier ma position. Premièrement, je vais mettre les mains sur le haut du cintre. Ensuite, je vais me mettre sur les cocottes de manière aéro. La position numéro 3 sera celle avec les mains en bas du guidon. La dernière position sera celle où je mets les mains sur les prolongateurs. Voilà, on a fini notre série de tests. On va ensuite pouvoir analyser les données afin d'en tirer des conclusions. J'ai donc conjecturé les résultats en fonction de la position, ce qui me donne un graphique. Donc sur le graphique de gauche, nous pouvons voir la variation de la vitesse en fonction de la position, qui est donc en abscisse. En ordonnée, il y a la vitesse en km/h. Nous pouvons voir deux courbes, l'une en bleu représente la vitesse pour une puissance de 300 watts. Celle en orange représente la vitesse à une puissance de 200 watts. Le graphique de droite, lui, représente la variation de la puissance en fonction de la position. Donc nous avons toujours en abscisse les différentes positions, cependant en ordonnée, nous avons la puissance en watts. On peut remarquer qu'il y a également deux courbes, donc la courbe bleue représente la puissance pour 35 km/h. La courbe orange, elle, représente la puissance à 30 km/h. Pour donc voir sur ce graphique que la position 1 est la moins aérodynamique avec une vitesse de 35,3 km/h pour 300 watts et de 30 km/h pour 200 watts et une puissance de 285 watts à 35 km/h et de 201 watts à 30 km/h. Nous pouvons également voir que la position 4 est la plus aérodynamique avec une vitesse de 39,3 km/h à 300 watts et de 34,8 km/h pour 200 watts. Sa puissance quant à elle est de 210 watts à 35 km/h et de 150 watts à 300 km/h. Ce résultat peut paraître logique étant donné que la traînée frontale est directement proportionnelle à la surface frontale exposée au vent. En effet, à travers cette image, on peut voir que la position 4 a la surface frontale la plus réduite. Donc concrètement, sur un trajet de 100 km, combien de temps nous pouvons gagner en optimisant notre position ? Eh bien, nous avons, grâce au test, réalisé la vitesse pour 200 watts de chaque position. Nous pouvons donc calculer grâce à la formule vitesse est égale à distance divisé par le temps, la différence de temps en changeant de position, qui s'exprime delta t est égal à distance sur vitesse de la position x moins distance sur vitesse de la position y. Ainsi, nous pouvons en déduire que, en prenant pour distance d 100 km, les gains entre une position x et une position y. J'ai donc rentré dans un tableau cette formule avec les données, ce qui nous donne... Ce graphique représente la différence de temps entre deux positions x et y. On peut voir qu'en abscisse, il y a la vitesse de la position y, et en ordonnée, nous avons le delta t qui est la différence de temps, qui se compte en minutes. Nous pouvons également voir qu'il y a la vitesse v de x qui représente la vitesse d'une position x. Nous pouvons donc en conclure que les gains sont assez importants, ils peuvent se compter en dizaines de minutes. Ainsi, si vous voulez augmenter votre vitesse, pensez à optimiser votre position sur votre vélo. Vous pouvez également faire une étude posturale afin d'allier performance et confort.